Tout le monde. Les directions syndicales, elles sont surtout en train de faire, je pense qu'elles voulaient, c'était étouffer le mouvement. Mais nous, on veut pas la chute de ce gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça maintenant. Moi, en tant que responsable syndical, c'est d'offrir ce cadre d'expression. On est trahi en permanence par les autres organisations syndicales qui sont toujours là pour... au début, ils font beaucoup de blabla et puis à la fin, ils trahissent l'ensemble des salariés. Donc moi, j'y crois. Le groupe Michelin va fermer 2 usines. 2000 salariés de l'usine Stellantis de Poissy dans les Yvelines vont être mis en chômage partiel et en congé. Si on continue comme ça, s'il n'y a pas de critique radicale des stratégies de la bureaucratie syndicale, en essayant d'injecter du sang neuf, de la combativité, de l'auto-organisation et de la démocratie ouvrière, nous continuons vers une route qui est celle de la catastrophe. Pour moi, le mouvement Bloquons tout, à savoir celui qui a émergé autour de la date du 10 septembre, il était assez intéressant dans la manière où il s'est construit. J'avais l'impression que c'était un mix de tout ce qui a pu exister dans les dernières années de lutte. On s'est inspiré des meilleures choses, etc. De la volonté de la radicalité du mouvement des Gilets jaunes autour de la question du blocage des axes autoroutiers, des ronds-points, etc., etc. Quelques actions qu'on a vues autour de certains péages, dépôts de bus et autres. Et puis la volonté de combiner ça avec de l'auto-organisation. Les 2 dernières mobilisations, c'était des réussites. Ça a été une relance suite au dernier mouvement sur les retraites. Aujourd'hui, c'est un peu plus moyen d'après les premiers chiffres que j'ai, mais après, c'est une stratégie aussi du gouvernement de laisser courir la situation pour nous nommer un nouveau gouvernement. La suite, on la connaît, c'est un 10 qui a été beaucoup plus réussi que ce qui était annoncé par les renseignements territoriaux. Et puis, on a tous vu comment ça s'est enchaîné avec cette date du 18 septembre. Qui en réalité, le fait qu'elle ait existé, c'est le fruit de la pression à la base qui s'exprimait autour de la question du 10. Mais le problème de cette date du 18 posée par l'intersyndicale, elle visait principalement à enjamber la journée du 10, parce qu'on peut tous s'entendre quand même pour dire que si le mouvement ouvrier, l'ensemble des organisations syndicales avaient appelé au 10 en commun avec les actions qui étaient, je pense que le 10 aurait été supérieur aux 2 journées du 10 et du 18 combinées. Les directions syndicales, elles sont en train de réussir à reprendre la main finalement sur les choses, et elles sont surtout en train de faire, je pense qu'elles voulaient, c'était étouffer le mouvement. Moi, tout à l'heure, je vais faire un tractage du côté de Gare du Nord, etc., pour aller discuter avec les usagers, les cheminots, etc., parce qu'on a une AG depuis la Gare du Nord qui a été lancée le 10 septembre dernier. Mais très sincèrement, j'ai vu les taux de grévistes dans nos secteurs, c'est pas glorieux, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est la chute libre, quoi. Et ça s'explique par plusieurs raisons. La principale, c'est que les gens sont saoulés des journées de grève isolées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils veulent bien quelques grèves de 24 heures, mais à un moment donné, il faut un plan de bataille, il faut un niveau de radicalité qui puisse s'exprimer. Moi, je suis totalement convaincu qu'il y a une tension au niveau de la base. Moi, je le vis sur le site de Dunkerque. Je porte le message au niveau de la Fédération de la métallurgie et de la CGT, comme au niveau des autres instances de la CGT. Oui, réellement, il y a une tension au niveau de la base et les salariés demandent plus d'investissement. Mais le problème, c'est bien beau de lancer des mouvements, mais il faut avoir les trucs derrière. On peut appeler à la grève tous les jours. Hein. Et s'il y a personne derrière nous, c'est pas la CGT qui crie de contre-pouvoir. C'est la mobilisation des travailleurs et des travailleuses. On peut faire quelques jours, une ou 2 journées pour commencer à chauffer l'ambiance, mais tout de suite, il faut donner des perspectives et un plan de bataille. Le problème, c'est que l'intersyndicale, elle a cassé la rythmique avec l'ultimatum, et puis avec une date du 2 octobre qui est jetée comme ça, quoi. Elle est dit en bout de phrase, il y a pas vraiment d'enthousiasme à faire quelque chose autour de ça, quoi. Le problème, c'est quand les gens ils disent, moi, je n'ai pas d'argent à perdre dans la grève, c'est parce qu'ils voient bien que le plan de bataille, il est perdant et en fait, il ne va pas les amener à faire quelque chose. Et le souci, c'est qu'on a des directions syndicales qui ont pensé les dernières stratégies avec une volonté qui est contraire à celle des masses et celle de la base. Je donne un exemple très récent, Sophie Binet sur le plateau de France Info ce week-end, qui dit non, on n'est pas là pour faire chuter le gouvernement. Eh ben, moi, j'invite les directions syndicales à regarder déjà les sondages. Il y a plus de 65% de la population qui est pour la dissolution et la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est-à-dire quoi? Que quand une dirigeante syndicale
de la CGT, elle est pas du côté des 65%, mais elle est du côté de ceux qui croient dans l'espoir de Sébastien Lecornu. Et c'est terrible. Moi, l'intersyndicale, chez nous, ça n'existe pas. C'est l'avis de la CGT ArcelorMittal Dunkerque, c'est pas l'avis de ma fédération ni de la confédération. Et moi, l'intersyndicale, j'y crois pas. Chez nous, on est trahi en permanence par les autres organisations syndicales qui sont toujours là pour... Au début, ils font beaucoup de blabla et puis à la fin, ils trahissent l'ensemble des salariés. Donc, moi, j'y crois pas. C'est l'avis du syndicat CGT ArcelorMittal Dunkerque. Ce n'est pas un syndicat négligeable, on est le plus gros syndicat de France dans la métallurgie. Ça dit quelque chose de la déconnexion entre, vous prenez n'importe quelle interview sur Blast ou les différents journalistes qui ont fait qui ont juste fait traîner un peu le micro et la caméra dans les manifs. Qu'est-ce que disent les gens? Démission d'Emmanuel Macron, justice fiscale et investissement dans les services publics, hospitaliers, etc. C'est ça les trois mesures principales qui ressortent. Après, il y a un peu la réforme des retraites. Il y en a qui disent taxe Zuckman, d'autres disent lutter contre les inégalités sociales. Bref, mais il y a une volonté de justice fiscale. Il y a une volonté démocratique autour de la figure présidentielle et de la question du gouvernement. Et puis une autre sur les services publics. Et on a une intersyndicale qui esquive totalement ces sujets-là et qui dit non, nous on n'a pas envie de la chute du gouvernement. J'enverrai un message surtout, j'ai pas d'ordonnance de la lutte de classe à donner aux syndicalistes, etc. comme moi. Moi, j'ai envie simplement de tirer la sonnette d'alarme. Si on continue comme ça, s'il n'y a pas de critique radicale des stratégies de la bureaucratie syndicale, s'il n'y a pas une volonté d'essayer de renouveler les appareils syndicaux en essayant d'injecter du sang neuf, de la combativité, de l'auto-organisation et de la démocratie ouvrière, nous continuons vers une route qui est celle de la catastrophe et celle d'une mort lente du syndicalisme dans les 10 à 20 ans à venir. Parce que je pense que ce qui est en train de se passer est terrible. Moi, je vois autour de moi des syndicalistes que j'ai connus il y a 10 ans qui étaient ultra combatifs, qui ne font même pas une tournée syndicale aujourd'hui. Des gens qui tenaient des HIS, des heures d'information syndicale toute la journée en 2016. Ils charbonnaient, ils alpaguaient les gens. Ces mêmes personnes-là, 10 ans après, ils ne font même pas une tournée syndicale. Quelle est la raison, en fait ? Ben moi, je crois dans les masses ouvrières, surtout plus que dans les appareils. Je veux dire, on voit les dernières luttes, c'est beaucoup des secteurs différents qui ont amené de la radicalité. Ou peut-être la dernière fois où il y avait de la radicalité qui s'est exprimée, c'était en 2019 avec la RATP qui venait avec un secteur tout nouveau où il y avait des affrontements sur les piquets de grève, il y avait des AG, il y avait une reconductible qui a duré 2 mois. Cette radicalité, si tu te souviens, on l'a vu quand revenir après le 49.3 en 2023. 3,5 millions de personnes dans la rue. Qu'est-ce que dit Laurent Berger ? On n'est pas là pour faire une grève politique, on n'est pas là pour faire tomber un gouvernement. Le premier mouvement des Gilets jaunes, à titre personnel, j'étais présent avec la population et moi je dis que tout est possible. Tout dépend du budget, ce qu'ils vont annoncer. Là, ils essayent de faire des cadeaux, quelques miettes pour les retraites pour les femmes. Ils nous parlent de réduire les prélèvements sociaux pour les familles de la classe moyenne, tout ça. Mais on sait très bien que si on réduit les prélèvements sociaux, on va vider les caisses de la Sécu, on va vider les caisses de différents budgets de l'État. Et ça va être moins de services publics, même si on gagne quelques dizaines d'euros en plus sur la fiche de paie. Au bout du bout, c'est nous qui allons payer l'addition. Personne n'a envie de perdre 1500, 2000 euros pour, je sais pas moi, quand je vois les revendications de l'intersyndicale, enfin, je veux dire, c'est même pas chiffré, c'est plus de justice sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a personne qui a envie de perdre un mois de salaire pour plus de justice sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a même pas la moindre revendication. On dit retrait de l'âge à 64 ans, ça veut dire à 63 ça va. Avant on était pour la réforme des retraites à 60 ans, comme disait Frédéric Lordon dans une assemblée qu'on a fait, il dit il faut arrêter de revendiquer, il faut affirmer politiquement des choses. Avant, je pense qu'on affirmait politiquement des choses, il faut la retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, on parlait du partage du temps de travail, de l'augmentation des salaires, des minimums. Mais là, quand tu vois je veux dire, les gens, ils ont pas envie de sacrifier du salaire pour ça. En plus de la répression qui s'est ajoutée, on l'a vu avec les blocages. Les gens ont testé les limites aussi de ce que pouvait être des blocages avec une grève qui est plutôt minoritaire à ce moment-là, parce qu'elle est vite réprimée. La police, elle apprend aussi des luttes du passé. Ils apprennent, la bourgeoisie apprend, le patronat apprend. On apprend, mais le camp d'en face aussi, il a le droit d'apprendre des erreurs du passé et pas laisser en fait se mettre en place des blocages. Mais c'est pour ça qu'il faut tirer les bilans de ce qui ne va pas et
corriger les choses, apporter des solutions. Moi, la différence que je vois, c'est que quand il y a la grève reconductible, les gens, en fait, ils viennent beaucoup plus massivement en AG, ils discutent, ils décident, ils imposent des nouveaux mots d'ordre, des nouvelles revendications, et on voit bien qu'aujourd'hui, l'intersyndicale, elle n'a pas envie de ça. Jamais, si tu regardes même dans l'histoire, jamais l'intersyndicale n'a appelé à une grève reconductible interprofessionnelle. Et moi, je dis, avant même la grève reconductible, pourquoi on mettrait pas simplement 2 jours de grève? Pourquoi le 18 septembre et le 2 octobre? Quand tu perds 2 jours de salaire, que tu perds 2 fois 100 € sur ta fiche de paye, que tu les aies fait de manière séparée ou accolée, ça change rien. Si tu dois perdre 200 balles, ça va être moins 200 dans ta fiche de paye. Par contre, on sait que le caractère n'est pas le même si tu as 2 jours coup sur coup. Parce qu'il y a la possibilité d'organiser des AG, des piquets de grève, que les gens, ils discutent. Ils ont envie peut-être, pas de se contenter de 2 jours et peut-être d'aller à un 3e. Et moi, je pense qu'on est dans un entre-deux, qu'il va falloir voir. On essaye aussi de se creuser la tête du côté de Révolution Permanente, voir comment essayer d'être une force de proposition là-dessus, notamment ce qu'on est en train d'essayer de faire depuis la Gare du Nord, où on a constitué, par exemple, sur la manif du 18, un gros pôle grève générale qui a pris la tête des syndicats. C'est symbolique, mais c'est aussi éminemment politique, parce que c'est pas la même chose quand t'as un pôle auto-organisé de travailleuses, travailleurs, de jeunes, d'étudiants, de lycéens, qui volontairement prend les devants de la colère et dit non, on va pas manifester en rang dispersé, chacun derrière son ballon et les camions merguez, etc. C'est aussi comment on impulse quelque chose. Nous, on a lancé la mobilisation officiellement depuis juin 2024. Donc ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Depuis juin 2024, on a multiplié les réunions, les meetings, les rassemblements, les manifestations, les tracts, les communications. C'est un travail de fond, de longue haleine. Faut être réaliste pour dénoncer ce qui va se passer. Aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie industrielle en France et en Europe. C'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier nos outils industriels. Et si demain, il n'y a plus d'industrie française, c'est pas le tertiaire ni les touristes qui vont faire vivre l'État français. En quelques années, on est passé, parce que Macron s'est vanté il y a 3-4 ans qu'il avait réindustrialisé la France. C'est totalement un mensonge. En quelques années, on est passé de 12% d'emplois industriels à 9%. On est passé en dessous de la barre des 10%. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même en Italie et en Allemagne, ils sont pas des chiffres comme ça. Moi, ma vision des choses, c'est il y a plus de stratégie industrielle. On est en train de s'aborder nos usines, nos industries stratégiques, parce que pour moi, l'acier, c'est stratégique pour le pays. Il n'y a aucune TPE, aucune PME, aucun grand groupe industriel qui ne consomme pas d'acier chaque jour. Vraiment, malgré tous les bilans et toutes les sonnettes d'alarme que j'ai tirées, j'ai envie de dire quand même que je suis quand même plutôt optimiste vis-à-vis des choses. Peut-être il y a une situation de reflux vis-à-vis de ce mouvement-là, mais je ne pense pas que la situation structurelle de crise et d'approfondissement du régime va permettre au gouvernement de se sauver. Je pense qu'ils peuvent, de manière conjoncturelle, sur quelques petites choses, essayer de un peu se sauver, mais je pense que structurellement, il y a une crise qui s'approfondit de plus en plus et qui n'arriveront pas à régler les choses, qu'il y a de plus en plus de volonté à la radicalité qui s'exprime. C'est pas aujourd'hui encore jusqu'au bout en France. Mais moi j'observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Népal, en Indonésie, actuellement au Maroc, avec la génération Z. Je sais pas si ici il y aura une Gen Z France, mais je pense que s'il y avait une Gen Z France qui commençait à démarrer à l'image des Marocains et des Marocaines, je pense que ça changerait totalement le côté subversif de la situation. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut de la patience, il faut du travail, et puis il faut que les gens décident d'un moment donné arrêter de suivre les plans de bataille de merde et de voir comment on peut s'organiser, discuter, essayer de penser des choses. Il y a beaucoup de syndicalistes ultra combatifs qui ne sont pas d'accord avec Sophie Binet quand elle dit on n'est pas pour la chute du gouvernement, qui sont pas d'accord avec les journées de grève perlées, etc. Et puis il va falloir à un moment donné qu'on trouve les moyens par en bas. Et pour l'heure, c'est de relancer au moins les cadres d'auto-organisation du mouvement Bloquons Tout qui ont existé, qui soit ont disparu, soit se sont fortement affaiblis. Et je pense que tous ceux qui ont fait des AG durant l'été pour préparer le 10, ils doivent voir que le 10 a permis de faire tomber Bayrou. Donc il faut en être fier. Il faut pas liquider ça. Parce que le 18 n'a rien fait tomber. Et le 2 octobre ne va rien faire tomber.
Et je veux dire à tous les camarades qui se sont mobilisés dans Bloquons Tout, dans les AG, sur les boucles Telegram, vous avez gagné quelque chose. Et donc, c'est à vous, c'est à nous de décider des suites. Il ne faut pas, en fait, revenir à nos vieux démons de revenir en arrière des camions syndicaux et laisser Marie-Lise Léon de la CFDT, et chacun est en train de se bagarrer pour l'intérêt de sa chapelle, l'intérêt de sa boutique, et qui est satisfait et qui va quitter l'intersyndicale et qui le corps nu va satisfaire en premier. Ça, c'est insupportable et il va falloir qu'on lutte contre ça également.